Tous les mercredis à 12h15, c'est Cinestar sur Radio Star. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinestar, votre émission cinéma sur Radio Star. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Marc. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et nous allons évoquer ensemble l'actualité ciné en commençant par les sorties de la semaine. Et cette semaine, la grosse sortie qu'on ne peut pas manquer, c'est Bad Boys 4, Ride or Die. Vous n'attendiez peut-être pas, en tout cas moi pas beaucoup, mais après leur retour en 2020, ils sont venus avec Bad Boys 3 en 2020, 17 ans après Bad Boys 2, Will Smith et Martin Lawrence reprennent leur rôle iconique de ces flics un petit peu à côté, un petit peu, je sais pas comment dire, avec des méthodes un petit peu douteuses, hein, oui. C'est ça. Et aux surprises, eh bien, ils vont à nouveau se lancer dans une mission dangereuse pour mettre fin à un cartel de la drogue. Ah, en lien avec la drogue. Ouais, c'est assez étonnant. Comme dans les trois premiers. Voilà. Et ça se passe aussi à Miami, comme dans les trois premiers. Une réitération ad nauseam peut-être. Est-ce que toi tu aimes la saga Bad Boys? Est-ce que tu les as vus? Alors j'ai vu les deux premiers, j'ai pas vu le 3. C'est typiquement le blockbuster américain qui mélange humour et cascade et action. Voilà, il faut pas en attendre plus. Bon, je préfère toujours ça au Marvel, hein, parce que voilà. Mais oui, parce que je trouve que c'est une uniformisation du cinéma qui me déplaît un petit peu. Bon, les Bad Boys, c'est cette traduction du buddy movies, les deux potes avec de l'action. Moi, j'aime bien. Et puis, je trouve qu'au cinéma, dans une salle climatisée avec un grand écran, c'est sympa. Ça passe toujours bien. Ça passe toujours bien. Ça fait référence, voilà, c'est des buddy cop movies, comme on appelle, hein, L'Arme Fatale, aussi, je pense aussi à Die Hard. Die Hard 3, surtout. Oui, parce que sinon, le premier, il est un peu seul. Ouais. Voilà, premier, le deuxième aussi, plutôt seul, mais le 3 avec Samuel L. Jackson, il y a cette belle dynamique. À la différence que là, voilà, c'est un bon acteur, et Martin Lawrence. Je trouve, voilà, Will Smith, même si récemment il a eu à faire parler de lui pour des mauvaises raisons, ça reste quand même un bon acteur qui a je me suis replongé dans sa carrière, qui a une carrière assez dingue. Enfin, il a Men in Black, Independence Day, Ali pour le biopic sur Mohamed Ali, iRobot, Je suis une légende. Alors, celui où il est seul dans un monde... Je suis une légende. Voilà, je suis une légende. Voilà, je suis une légende, qui est un monde post-apocalyptique. Voilà, post-apocalyptique. À chaque fois, bon, ça sert l'acteur en lui. On sent que voilà, il a quand même beaucoup d'ego et on le sait aujourd'hui, Will Smith, il faut que le scénario aille avec ses valeurs et que ça transpire un petit peu lui dans chacun de ses rôles. Mais force est de constater quand même que dans les années 90 et 2000 surtout, il a eu des films incroyables. Moi, je trouve incroyables. Hein. Et puis c'est typiquement l'acteur qui joue dans des films à gros budget, des blockbusters, mais de qualité. Voilà. Souvent. Pas toujours, hein, pas toujours. Mais moi, ce que j'aime dans le cinéma hollywoodien, quand on est dans ce qu'on appelle donc le blockbuster ou le film d'action, c'est quand derrière il y a une qualité d'interprétation, de mise en scène, et qu'on n'a pas l'impression d'être pris pour un idiot. Quoi. Independence Day, c'était le renouveau du film catastrophe, avec Roland Emmerich. Voilà, c'était très très bien. iRobot, Je suis une légende, dans ces films un peu science-fiction aussi, qui ont marqué les années 2000. Que je mettrais au milieu de Minority Report ou autre. Voilà, c'est des films qui ont marqué leur temps et qui ont eu aussi beaucoup qui ont inspiré beaucoup de films après. Par la suite. Donc voilà, on a un acteur quand même qui est peut-être un peu en fin de carrière à cause de la baffe qu'il a donnée aux Oscars, qui fait revivre des sagas pour se mettre en avant lui, qui revient là, donc, dans Bad Boys, Ride or Die. On sait si c'est le même metteur en scène, j'ai pas fait attention. Alors, je ne crois pas, j'ai pas fait attention non plus aussi, mais le 3 a été réalisé par un duo de réalisateurs belges qui devait réaliser Bad Girl, qui a été annulé par les studios. D'accord. Et je ne crois pas que ce soit eux qui ont rempilé pour le 4. Voilà. Autre sortie de la semaine, une petite comédie française avec Bruno Podalides et aussi son frère Denis,
Podalides, Daniel Auteuil et Sandrine Kiberlin, qui sont des acteurs que voilà, personnellement moi j'apprécie beaucoup. C'est une comédie qui s'appelle La Petite Vadrouille. Alors, elle et toute la bande d'amis vont essayer de trouver une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent. C'est organiser une fausse croisière romantique sur une péniche pour Daniel Auteuil, donc, qui est un gros investisseur et qui cherche à séduire une femme. Je crois savoir que tu aimes bien le cinéma de Bruno Podalides, mais plutôt ses débuts. Alors moi j'ai été frappé, les tout premiers, Versailles Rive Gauche, Liberté Oléron, où il y avait un humour vraiment très particulier, très nouveau dans le cinéma français, une espèce d'humour pince sans rire, avec des situations assez malaisantes mais qui faisaient rire, etc. Et puis là, ces derniers temps, je trouve que ça s'est un peu perdu et il restait plutôt le côté malaisant, mais pas rigolo. Je me souviens d'un truc, je crois que c'était Adieu Berthe, j'ai trouvé ça catastrophique. Donc, mais là, le casting est bien. Moi, j'adore Sandrine Kiberlin, qui est quand même une actrice incroyable. Ouais, Auteuil, bon, ça reste Auteuil. Son frère, il est toujours dans ses films. Mais je sais pas, j'ai vu la bande-annonce et je me dis que, allez, pourquoi pas, espérons que ça se fasse une bonne comédie de printemps. C'est ça, je me suis dit un petit peu la même chose aussi. Je me suis dit, pourquoi pas. Et moi, ce qui m'a intrigué aussi dans la manière de réaliser ce film, c'est qu'on est à bord d'une péniche dans les écluses du Nord, pendant, je crois, la quasi-totalité du film. Mmh. Donc on a à la fois un lieu unique, un espace de temps aussi unique, presque c'est du théâtre filmé en fait, mais à bord d'un bateau, et c'est complètement compliqué de filmer à bord d'un bateau. On va parler après de Spielberg, peut-être vous voyez où je veux en venir, mais c'est... là, ce qui m'a intrigué, c'est que Bruno Podalides dit qu'il avait, parce qu'il joue le commandant de bord de ce bateau-là, et il réalise le film en même temps et il joue dedans. Donc c'est quand même compliqué de faire il a déjà fait. À la fois tout en même temps, oui, mais sur un bateau, c'est un peu compliqué. Et en fait, il disait qu'il avait un retour de la caméra dans le cockpit du bateau et qui voyait donc la scène se dérouler littéralement sous ses yeux tout en jouant. Et je trouve ça quand même assez marrant. Et puis voilà, avec des moments où il faut arriver dans les écluses, il y a quand même des manœuvres, etc. C'est jamais très facile. Il faut arriver à la bonne vitesse, au centimètre près. Il disait que voilà, c'était quand même assez chorégraphié. Et voilà, juste pour ça, j'ai bien envie de voir un peu ce que ça peut donner à l'écran, ce film, oui, tout à fait. La Petite Vadrouille. Tu voulais nous parler des sorties streaming, puisque sur ce début du mois de juin, il y a des nouveautés streaming sur les plateformes de Netflix et Amazon. Oui. Alors, sur Netflix, il y a deux films que j'ai remarqués. Donc, il y a un film, le premier, c'est Nocturnal Animal. Alors, c'est un film, attention, qui est assez violent. Il faut quand même le dire, mais qui est un film qui est réalisé par Tom Ford, qui n'est pas à la base un cinéaste, qui est un styliste. Exactement. Et pour autant, qui a fait quelque chose, une espèce de thriller psychologique assez extraordinaire. Ouais. Je le répète avec... moi, il y a une scène particulièrement qui m'a un peu... pas traumatisé, mais enfin qui m'a un peu déstabilisé. Voilà, c'est avec Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ouais. Et cette actrice dont j'ai oublié le nom mais que j'adore... j'ai oublié le nom. Je vais le retrouver. Il y a Michael Shannon aussi. Michael Shannon qui joue le flic. Ouais. Et en fait, c'est une histoire dans une histoire, c'est-à-dire que c'est une Amy Adams. Oui, Amy Adams. Amy Adams, qui est incroyable. C'est une histoire dans l'histoire. En fait, elle reçoit un livre et elle va lire ce livre. Et c'est un petit peu son histoire à elle, et en même temps... c'est un roman. C'est un roman, voilà, qui va recouper un petit peu son histoire à elle. Et le roman n'a rien à voir, c'est un roman thriller assez violent, comme tu disais. C'est une fiction, voilà, mais pour autant il y a des liens avec sa vie, voilà, c'est très intéressant. Ouais. Alors sur Netflix, il y a un deuxième film qui arrive, donc qui va parler aux gens de ma génération, mais qu'il faut voir quand même, qui s'appelle Liaison fatale, qui est un film avec Michael Douglas et Glenn Close, du réalisateur Adrian Lyne, qui a fait des gros succès dans les années 80, pour ceux qui s'en rappellent, c'est-à-dire 9 semaines et demie et Flashdance. Voilà, et c'est l'histoire d'un homme, Michael Douglas, qui faute lors d'un week-end avec une maîtresse qui est jouée par Glenn Close. Bon, lui, il pense que ça va durer qu'un week-end, et en fait, elle pense pas du tout à ça. Et ça va pas se passer comme lui l'avait prévu. Et c'est un film intéressant de ce que ça montre des années 80,
notamment en Amérique, un peu prude, sur l'adultère. Voilà, c'est intéressant. Qui arrive à une période après les années hippies, où il y a eu vraiment une vague de conservatisme post-hippie dans ces années 80, et moi ça me donne bien envie de le découvrir en tout cas. Alors c'est avec des gros sabots, hein, parce que c'est Adrian Lyne, mais c'est intéressant de ce que ça dit de l'époque. Ouais. Voilà. Tout à fait. Sur Amazon, donc il y a 2 films que j'ai notés qui arrivent. Il y a Pulp Fiction. Bon là, voilà, on va pas le présenter. Hein, une palme d'or méritée, un film complètement inclassable, déjanté, avec des dialogues complètement fous, de l'humour, des stars dont on pensait qu'elles avaient disparu, comme John Travolta. Voilà, pour moi, c'est un film que j'adore, qui est vraiment, qui représente Tarantino. Qui casse le récit, en fait il s'amuse quoi. Ouais. Tarantino il s'amuse avec le cinéma, il en fait ce qu'il en veut et c'est passionnant. Voilà, cette narration qui n'était pas vraiment linéaire, qui n'est pas du tout linéaire d'ailleurs, c'était quand même quelque chose d'assez particulier à l'époque. Ça n'arrivait pas tout le temps. Non. Ben, on a parlé de Cannes la semaine dernière, voilà. D'or plus consensuel, mais là je trouve que c'était... Il y a certains qui n'étaient pas contents à l'époque parce qu'ils estimaient que c'était du cinéma tape à l'œil, mais moi je trouve que c'est vraiment une autre façon de faire du cinéma et il l'a prouvé par la suite, hein, Tarantino. C'est sûr, c'est sûr. C'est certainement son meilleur film à ce jour et pourtant il y a du niveau. Voilà. Et le deuxième c'est Ready Player One, un Spielberg, un blockbuster de Spielberg très sympa sur l'univers des jeux vidéo. Voilà, que vous pouvez regarder en famille, ça va vite, ça bouge. Pourtant, quand il l'a réalisé, je crois qu'il avait 70 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais il y a une pêche, il y a une énergie. C'est marrant Spielberg, parce qu'il est capable de faire des films un peu lourdingues, un peu, voilà. Et puis après, il est capable de faire des pépites de virtuosité, de légèreté. Qui rentre instantanément dans la pop culture aussi. C'est ça. On va justement en parler de Spielberg, parce qu'on voulait faire un focus sur cette semaine, à l'occasion des 80 ans du débarquement, donc le 6 juin 1944, ressort en France « Il faut sauver un soldat Ryan » au cinéma. Il ressort dans 300 salles en France, et c'est un film culte de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Matt Damon en tête d'affiche. C'est encore aujourd'hui une scène d'ouverture inégalée, extrêmement violente, avec ces salves de tir effrayantes qui montrent toute la crudité des combats et des pertes humaines dans la bataille décisive de cette libération. C'est ça. C'est vrai que moi je l'ai vu à sa sortie, je ne l'ai pas revu depuis, je vais y retourner certainement. Je me souviens de pas mal de choses, mais notamment de cette scène d'ouverture qui est... on est carrément scotché au fauteuil. C'est ça. Et comme tu dis, alors c'est assez incroyable parce que ça montre les pertes et ça montre le caractère complètement aléatoire, quoi. C'est-à-dire que quand on les voit débarquer, on se dit il y en a un qui passe, alors qu'il y a des déluges de feu et puis il y en a qui passent pas, quoi. Et on se dit des fois la vie, et c'est une métaphore sur la vie, quoi. Et des fois dans la vie on passe à travers les gouttes, et ben là c'est exactement ça. Après c'est un peu plus conventionnel dans le récit, un peu plus américain on va dire, et cette scène d'ouverture elle est ouf. Oui, ben forcément, puis c'est un film, c'est un film de son époque aussi, c'est un film qui a je pense, une vingtaine d'années maintenant, donc forcément, on ne racontait pas la même chose au début des années 2000 qu'aujourd'hui en 2024, mais c'est un film, j'ai lu, qui est inscrit au registre national du film de la Bibliothèque du Congrès américain comme étant culturellement et historiquement important. Ça, c'est à noter. Et à sa sortie, il avait attiré plus de 4 millions de spectateurs en France. Et surtout, il avait remporté 5 Oscars. Mais c'est mérité. Très, très D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai revu il y a quelque temps Le Jour le plus long, qui est son ancêtre. Voilà. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Ouais. Même si c'est intéressant, il y a une pléiade de stars, c'est le cinéma américain dans toute sa splendeur. Mais Spielberg a mis un cran au-dessus, quoi, dans la représentation de la guerre, c'est quand même assez incroyable. De toute façon, c'est le maître Spielberg, comme on dit souvent, mais c'est aussi l'occasion de revenir un peu sur sa filmographie, parce que on l'a annoncé, a été annoncé très récemment aussi, qu'il allait revenir au cinéma en mai 2026, donc dans 2 ans à peine, avec un film sur les extraterrestres, un film de science-fiction sur les extraterrestres. Et après avoir fait La Guerre des Mondes, après avoir fait E.T. et évidemment Rencontre du troisième type, eh bien, revient un petit peu à son domaine de prédilection, j'ai envie de dire. Moi, je suis
j'ai très hâte d'en savoir un petit peu plus sur ce film. Oh, puis c'est un cinéaste qui est tellement surprenant, voilà. Oui. Il est surprenant. Oui, c'est ça. Je sais pas, on peut parler de Arrête-moi si tu peux, qui est une comédie avec DiCaprio et Tom Hanks, qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait habituellement. Et là aussi, il l'avait fait, il n'était pas tout jeune, et il y a une vitalité dans la mise en scène qui est assez incroyable. Le film qu'il avait fait avec Tom Hanks sur les espions, là. Oh là, Le Pont des Espions. Le Pont des Espions. Tout à fait. Voilà. Des fois, il y a des trucs un peu moins bien, je trouve, voilà, mais ce cinéaste, et puis le dernier, The Fabelmans. Alors, The Fabelmans, moi, j'ai trouvé ça plutôt moyen, un petit perso. J'ai adoré. Mais ouais, beaucoup ont aimé. Je suis pas rentré vraiment dedans, dans ce trip un petit peu narcissique. Je trouvais qu'il n'était pas trop... Oui, complètement. Voilà, il n'était pas trop confronté à son cinéma. On va dire que voilà, il y avait des belles métaphores quand notamment il filme le train dans sa chambre. Dans sa chambre, et puis il diffuse les images sur ses mains comme si voilà, il se plaçait un petit peu en tant que Dieu, avec j'ai le cinéma entre les mains. Je trouvais que c'était parfois un peu trop lourd, mais ça raconte toujours quelque chose. Spielberg, ça a nourri tellement d'imaginaire, c'est ça. Et c'est un réalisateur qui plaît aux cinéphiles comme au grand public. Exactement. Jurassic Park, c'est par exemple la synthèse parfaite entre des cinéphiles et le grand public. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, du cinéma d'action de qualité. Les Dents de la Mer, Jurassic Park, il y a une réflexion, il y a une intelligence, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Et c'est vraiment le maître de ce cinéma, quoi. C'est ça. Ouais. Pour terminer, je voulais rebondir sur une petite actu récente aussi, qui concerne Jonathan Cohen, que j'apprécie beaucoup pour l'avoir vu dans quelques films récemment où il a toujours des rôles très sympas. Jonathan Cohen, qu'on a vu évidemment, créateur de La Flamme et du Flambeau, et qui a annoncé très récemment reprendre son personnage culte de Marc. Et alors là, non pas pour une série, comme il nous a habitué à le faire, mais pour un film. Et donc, il va, alors que tout était trouvé pour s'attaquer aux émissions de cuisine avec les fourneaux, tu vois, ça aurait pu bien fonctionner. Mais là, il va s'attaquer à un film. Alors, ça va s'appeler Marc, le film, en toute simplicité. Donc voilà, on y voit un peu le côté un peu déjanté de son personnage. Voilà, je crois que ça va être produit par Studio Canal. Donc, à voir si ça va sortir directement sur Canal ou peut-être au cinéma. Je pense que ça va être une exclusivité Canal, parce que vu le succès du Flambeau et de La Flamme, je pense que voilà, il y a une matière à bien rire. Après, ça va être un format peut-être un petit peu différent. Il va falloir faire un petit peu différemment, mais voilà. Je sais pas si tu les as vus, toi, La Flamme et Le Flambeau. Alors, j'ai pas regardé, et j'avoue que Jonathan Cohen, par moments, il m'agace un peu, mais je l'ai beaucoup aimé dans le dernier Dupieux, enfin l'avant-dernier Dupieux, d'Ali, parce que je trouve qu'il était très bon. Ouais, c'était avec Edouard Baird, qui jouaient tous les deux des rôles de Dali à des âges différents. C'était tous les deux qui s'en sortaient vraiment très bien. Non, il est très bien, Jonathan. Après, toujours, mais ça, c'est un peu le propre de certains acteurs qui se répètent un peu dans les mimiques. Voilà. Mais peut-être que là, il va avoir l'occasion de se renouveler. Exactement. En tout cas, on sera attentif. C'est lui qui réalise ou pas ? Je ne sais pas. Mais La Flamme et Le Flambeau, c'était pas lui qui réalisait. Oui, je sais. Il écrivait, mais il ne réalisait pas. Je pense que c'est un tout autre métier. Je le vois mal réaliser. Je pense que ce sera peut-être l'acolyte. Il y a des acteurs qui... le précédent film de Lelouch était très bon, Le Grand Bain. Ah oui. Alors, bon, là, le dernier, apparemment, il est bon. Mais c'est vrai qu'on va retrouver certainement toute la troupe autour de Jonathan Cohen, avec des très grands noms. Voilà, il y avait Darmon, il y avait Cadmerade, il y avait Géraldine Nakache, il y avait vraiment une pléiade d'acteurs, Anna Girardot, évidemment aussi Pierre Ninet, dont on aura l'occasion de reparler prochainement, puisque le Comte de Monte Cristo a été présenté à Cannes récemment et il va sortir en salle à la fin du mois de juin. Donc voilà, tout ça nous présage quand même un bon film. Un bon été cinématographique. Un bon été, exactement. Voilà. Merci Marc, et merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Cinestar sur Radio Star. Au revoir. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.